Nous sommes dans un petit village de la Drôme. Tiens, regarde, fiston, il y a les pièges de base, là, pour faire les collets. Emmanuel, Sandrine et leurs 2 enfants sont ce qu'on appelle des survivalistes. Leur but, apprendre à ne compter que sur eux-mêmes pour survivre en cas de catastrophe. T'as vu comment on fait pour couper du bois quand on n'a pas de hache? Donc là, en fait, si tu as une piste assez large de passage des animaux, tu as moyen d'arriver à les attraper quand même. Le lapin, en fait, quand il saute, Apprendre à fabriquer des pièges, reconnaître les plantes comestibles. Chaque samedi après-midi, les enfants s'initient à l'art de la survie. qu'on peut manger. Cela fait maintenant 3 ans que la famille se prépare et fait des stocks en cas de coup dur. Pour faire face à une coupure d'alimentation en eau, donc on a des bouteilles dans un premier temps. On a une centaine de litres de bouteilles d'eau. Là, il y a 100 litres. Là, il y a 100 litres à peu près. Un peu plus que 100 litres parce qu'on a rajouté du lait. Et on a aussi pas mal de litres de lait et on a des jus de fruits aussi. Et on a une réserve alimentaire qui nous permet de tenir environ 2 mois. Entre les pâtes, la farine, le riz, les lentilles, la semoule, on a environ 35 à 40 kilos de stock. Le couple s'est réparti les rôles. Sandrine s'occupe de la nourriture, Emmanuel de la sécurité. Ça, c'est quoi? Et donc ça, c'est un petit compteur GGR, c'est un Radex, donc c'est un petit outil pas très cher, une centaine d'euros. Donc chaque fois qu'on entend un bip, là, c'est qu'il reçoit une particule radioactive. Qu'est-ce qui est radioactif dans ce bois? Je sais pas, c'est pas la caméra. J'ai acheté ce compteur pour surveiller le danger, la radioactivité, quoi, pour être sûr, au cas où on aurait une alerte liée à une centrale nucléaire ou une fuite, etc., et qu'on nous dise vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. À ce moment-là, on sortirait ce compteur qui est dans le garage et on vérifierait si ce qu'on nous dit à la télé correspond vraiment à la réalité, quoi. La mission d'Emmanuel, c'est de tout prévoir. Savoir réagir à une catastrophe nucléaire, mais aussi faire face à des dangers beaucoup plus immédiats. Derrière la porte, ça mange pas de pain. En France, on n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'armes, mais on a le droit d'avoir un bâton. Ça fait partie du survivalisme, hein. Se défendre face à quelqu'un, par exemple, qui n'aura pas pris de précaution et qui voudra donc profiter de nos provisions. Et si la batte de baseball ne suffisait pas à dissuader les intrus, Emmanuel a d'autres ressources. Notamment un pistolet arbalète qui est capable de traverser à peu près n'importe quoi, y compris une portière de voiture, et surtout une personne à 50 mètres. Hein. Et encore ça, ce n'est que le petit modèle. Comme on est plusieurs à pouvoir manier une arme, eh ben, on a une arbalète qui a quand même un pouvoir de destruction supérieur à un fusil. Ça traverse une voiture à 100 mètres. Hein. Emmanuel est directeur d'usine. Sandrine possède une maîtrise de physique nucléaire. Leur credo, ne dépendre de personne. Alors ce matin, ils se sont donné un nouveau défi. Apprendre à tuer eux-mêmes les animaux qu'ils veulent manger. Ils ont pris rendez-vous avec le fermier du village voisin. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va. Bonjour. Mon fiston? Au programme, apprendre à tuer un canard. C'est lesquels, les cannes? Hop. C'est marrant. Vous la prenez? Ouais, je vais la prendre, je vais essayer du moins. Allez, viens ma cocotte. Emmanuel ne semble pas très à l'aise. Je suis pas sûr de bien le tenir, là. Un peu plus haut. Un peu plus haut, Voilà. Vous piquez là, à peu près à ce niveau-là. Ouais, sur profond? Ouais, vous piquez. Comme si j'allais le traverser, quoi. Voilà. Et ça va gicler ou? Non, ça va couler. Ça va couler le long, normalement. Et je fais comme si je traversais. Voilà, allez-y. C'est bon. Et j'enlève. Je suis moins dérangé que ce à quoi je m'attendais. C'est gore. Non, c'est pas. Sandrine filme toutes les étapes. Emmanuel apprend maintenant à plumer et à vider la bête. Il reste le cœur, le foie, les poumons. Voilà. C'est un camp. Allez-y. Allez, go. Il faut que tu mettes Non, la main. avec les doigts. Avec la main. Ah, Ah bah elle est... Enjoy.
Ça tient, hein? Ah ouais, c'est bien, c'est solide. Hein. Ça, pour vous, c'est du survivalisme. C'est du survivalisme parce que demain, s'il n'y a plus rien dans les grandes surfaces, dans les moyennes surfaces, si on a utilisé toutes nos réserves et qu'on arrive à attraper des animaux, il faut qu'on puisse manger quand même. Il ne faut pas mourir de faim alors qu'on a des animaux dans la nature. Typiquement dans le jardin, il y a plein de pigeons. Si on arrive à attraper un pigeon, il faut qu'on sache se débrouiller. Hier, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Emmanuel et Sandrine ne croient pas aux prophéties ou à des événements surnaturels. Ils pensent simplement que notre monde vit des moments critiques et qu'il est menacé. Les catastrophes naturelles semblent se multiplier. Ouragans, tsunamis, tremblements de terre. Nos sociétés industrialisées apparaissent plus menacées que jamais. L'accident nucléaire de Fukushima, la crise financière qui menace le système économique. Certains y voient l'annonce de la fin du monde. Selon une antique prophétie des Indiens mayas, la date est fixée. Ce serait le 21 décembre 2012. Beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'autres catastrophes. Certains parlent d'une mystérieuse planète qui viendrait heurter de plein fouet la Terre. D'autres pensent que c'est une gigantesque éruption solaire qui provoquera notre perte. Aux États-Unis et en Europe, 9 personnes sur 10 mourront. Alors que faire? Il y a ceux qui prient, ceux qui s'arment et ceux qui construisent des bunkers souterrains pour sauver l'humanité. J'ai eu une vision il y a 30 ans. Je devais construire un refuge pour 1000 personnes. Et vous, qu'avez-vous prévu pour le 21 décembre 2012? En France, il existe un endroit qui permettrait d'échapper à la fin du monde. Le pic de Bugarache et son village. Cette petite commune de 195 habitants, perdue sur les contreforts des Pyrénées, à 60 km au sud de Carcassonne, serait l'un des rares endroits sur Terre, épargnés par l'apocalypse, le 21 décembre 2012. Tout est parti d'une rumeur lancée sur Internet et qui a fait le tour du monde. Pantera Electrica est arrivé à Bugarache il y a 2 mois. Elle et son ami Zion sont venus de Californie pour entreprendre un pèlerinage mystique. Ils se passionnent pour l'ésotérisme et les religions. Je pense que c'est un endroit sur la Terre qui est vraiment unique. Il est situé sur une ligne énergétique spéciale. Il y a quelque chose qui crée une très forte vibration, qui attire les gens ici, comme un aimant. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont appelés ici, mais quand ils arrivent, ils ressentent quelque chose de puissant. C'est au bord de la route qu'ils ont installé leur camping-car et leur caravane, à quelques kilomètres du pic de Bugarache. Chaque jour, Zion réduit en poudre des cristaux qu'il ramasse dans la nature. Car pour ces 2 étranges visiteurs, ces pierres ont un pouvoir. Ça, c'est du cristal blanc de la région. S'il est suffisamment tendre, vous pouvez le réduire en poudre et le mélanger à de l'eau ou de la nourriture. Il pourra se dissoudre dans votre organisme. Cela vous aidera à changer votre biochimie. Cela vous donnera de l'énergie et changera vos vibrations. Vous serez moins tendu, plus léger et vous atteindrez un niveau de conscience plus élevé. C'est bon, hein?
Dans la région, les originaux comme Zion et Panthera Electrica sont de plus en plus nombreux. Car depuis quelques mois, la commune de Bugarache a acquis une notoriété internationale. Les médias du monde entier se sont emparés du phénomène. Bugarache in Südfrankreich. La aparente tranquilidad de Bugarach. Le pic de Bucarache. Bugarach, a tiny French town in southern France. Il picco di Bugarache. Jean-Pierre Delors est le maire de cette minuscule commune. Il a dû gérer cette soudaine et encombrante notoriété. En particulier, les appels aux standards de la mairie. Oh, il doit y en avoir, pour voir s'il y en a des messages. Pour voir, tiens, message. Les Incas ont prédit que votre village est très intéressant. Nous pensons venir avec 2 autobus. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle pour savoir si une batterie anti-atomique était créée à Bugarache pour la fin du monde. Je vous rappellerai demain. Merci. Pas mal, ça. Hein, on les garde, ceux-là. C'est les perles. Le maire s'amuse de ces appels, mais il a quand même alerté les autorités publiques. Sa crainte, un drame comme celui du temple solaire en 1995. Le pire scénario qui pourrait arriver, c'est avoir ce que nous avons connu avec le temple du soleil en Isère, d'avoir un collectif. Ça serait le pire des scénarios. C'est ça qui vous a inquiété au début quand vous avez alerté? J'ai pas tilté immédiatement là-dessus, j'ai tilté sur la mouvance et l'afflux de centaines, voire des milliers de personnes. Ça, c'est ce qui m'a le plus inquiété au départ. Et ensuite, oui, j'ai dit, oui, effectivement, l'effet sectaire, il se pourrait que ça dégénère encore pire que ce que je pense. Il faut dire que la région attire depuis longtemps déjà d'étranges touristes. L'explication se trouve juste à côté de Bugarache. Rennes-le-Château, un minuscule village qui fascine depuis plus de 50 ans tous les passionnés d'ésotérisme et de mysticisme. Selon leurs croyances, il y aurait ici, caché dans la région, le fabuleux trésor des Templiers, les corps du Christ et de Marie-Madeleine, et même les restes d'une civilisation extraterrestre. Jean-Michel est sincèrement convaincu que tout cela est vrai. Et selon lui, le pic de Bugarache est la clé de tous ces mystères. Voilà pourquoi certains pensent que la montagne sera épargnée par l'apocalypse. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a ici, sous la montagne? Alors, il y a probablement de grandes grottes sous la montagne qui abritent des objets qui viennent de l'espace, peut-être même des personnes endormies ou mortes. Il y a certainement quelque chose qui vient de l'espace et qui a au moins 40 000 années. Au moins. Après, il y aurait d'après mes recherches et les recherches d'un ami qui est décédé, l'entrée, le tombeau du Christ serait potentiellement quelque part là, exactement dans cette forêt de pierre, là, dans cette forêt de pierre. Il y aurait une grotte ouverte là, quelque part par là, qui permettrait de rentrer donc sous le Bugarache. Et là, il y aurait une salle dont une partie en pierre a été évidée. Donc, ils ont rabaissé le sol. Sur cette dalle en pierre, il y aurait le corps de Jésus intact, d'accord. Et au fond de cette salle, il y aurait un puits, d'accord, qui est fermé par une dalle ronde. Et si vous descendez dans ce puits, en dessous se trouverait une grande grotte dans laquelle il y aurait une trentaine de dépouilles de rois Visigoths avec leurs trésors alignés. Et Jean-Michel pense que ce secret est connu au plus haut niveau de l'État. S'il y a une convergence de gens et si les gens... Alors ça c'est courant, hein. Des hélicoptères qui survolent, on va dire, le coin curieusement, c'est régulier. Hein. Il y a souvent des survols, on va dire, intempestifs ou inopportuns, comme là, d'hélicoptères. Donc,
Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens ou des officines étatiques qui surveillent en permanence la région. Et bon, le fait qu'un hélicoptère qui, comme par hasard, tourne alors que nous, on est en train de tourner, ça me paraît un peu bizarre, même s'il s'en va à l'opposé. Vous ne verrez peut-être pas d'OVNI, mais des hélicoptères qui survolent la région, voire parfois même des avions étonnants, ça c'est habituel. Depuis 30 ans, ce Parisien, cadre dans la fonction publique, consacre tout son temps libre à fouiller la région. Il le fait avec un ami qui a souhaité garder l'anonymat. Nous l'appellerons Dominique. Pour ces deux hommes, le pic de Bugarache est un lieu sacré où se sont croisées toutes les civilisations. On cherche l'entrée d'un temple très ancien d'origine égyptienne dans lequel il pourrait y avoir des restes ou même un tombeau concernant la déesse Isis et gardé par le dieu Bès. Et c'est pour ça que la vallée s'appelle Bésis. Donc, Bès et Isis. L'entrée du temple serait à l'intérieur de cette grotte. Et si Jean-Michel est persuadé que des dieux égyptiens sont cachés là, c'est parce que c'est son ami qui lui a indiqué l'emplacement. Et il est bien placé pour le savoir. Je suis le descendant d'un certain Osiris. Vous êtes intimement persuadé d'être le descendant d'un dieu égyptien. Je ne vous parle pas d'un dieu. On en a fait un dieu. Je parle d'un grand ancien. Un ancêtre d'une espèce qui a précédé la nôtre, mais qui a intervenu génétiquement pour la créer, notre espèce. C'est ça dont je veux parler. Et vous en êtes un de ses descendants? Ah oui. Pour nous faire comprendre à quoi peut ressembler ce temple, Dominique et Jean-Michel nous emmènent dans une autre grotte située un peu plus haut sur le pic. Ça va beaucoup mieux là. Un endroit impressionnant qu'ils ont surnommé la cathédrale. En fait, cette grotte est comme un appartement témoin. On va dire que c'est une grotte témoin qui vous permet de voir la taille des grottes que nous recherchons. Sauf que celles que nous recherchons, elles sont bouchées. Mais soudain, Dominique se fige. Qu'est-ce qui se passe? On est accueillis. J'ai reçu quelque chose qui est télépathique. On est accueillis, il faut respecter les lieux. Et on est donc effectivement autorisé à faire partager à vos spectateurs ce bel endroit. Vous savez qui vous parle? Ah, j'en ai aucune idée. Bon, en fait, je suis honnête avec vous, j'ai une petite idée de la chose. Je pense qu'on a affaire à des entités qui sont quelque part liées à une planète de notre système qui s'appelle Vénus. Donc il y a des habitants de Vénus qui vous parlent? Des entités, je ne vous parle pas d'habitants. C'est quoi une entité? Des esprits, quelque chose qui est lié à Vénus ici. En 30 ans de recherche, Jean-Michel n'a jamais trouvé la moindre trace d'extraterrestres ou de reliques sacrées. Ni personne d'ailleurs. Mais cela ne fait rien. Le pic de Bugarache fascine. Et certains en profitent même pour faire du business. Chamans, astrologues et thérapeutes de tout poil multiplient les stages dans la région. C'est le cas d'Emeric. Il a 28 ans, il s'est installé ici, il y a 2 ans. J'ai eu la chance d'apprendre à soigner avec le didgeridoo en Australie, là-bas, par des aborigènes qui soignaient avec le didgeridoo. Donc on appelle ça la DJ-thérapie. Emeric est donc DJ-thérapeute, mais il est aussi, si l'on en croit sa carte de visite, cristallothérapeute, naturopathe, magnétiseur et même médium. Il organise des stages et des soins à domicile. Votre profession, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de nom, je pense qu'on peut décrire. Il y en a, ils parlent de guérisseurs, il y en a, ils parlent de, d'humains sympathiques, il y en a, ils parlent de grands médiums, ou il y a plein de noms, c'est pas important, quoi. Encore une fois, c'est le fond et c'est ce que les gens vivent ici. Tu vois, ils arrivent, ils vont pas bien, ils repartent.
le cœur léger, joyeux, content, voilà, avec quelque chose, tu vois, de plus, et c'est ça qui est important, je pense. Et ça coûte combien? Alors mes soins, la base, ça coûte 77 € pour une séance de 2-3 heures à peu près. Et pour arrondir ses fins de mois, il revend aussi de mystérieux crânes de cristal. Ça vaut combien? C'est quelque chose qui valait assez cher, ça? Celui-là, c'est le plus cher. Celui-là, c'est vraiment le plus cher. Un crâne comme ça n'a pas de prix. Donc ça peut être 15 000 €. Voilà. Maintenant, on va dire qu'un crâne comme ça se vend peut-être pour 2 000 €, quelque chose comme ça. Des prix qu'il justifie par les pouvoirs de ces crânes. On peut contacter, si tu veux, à travers les crânes de cristal, des extraterrestres, ce qu'on appelle extraterrestres, donc des êtres de lumière ou des êtres qui vivent dans d'autres dimensions. Vous-même, en vous promenant dans la région, est-ce que vous avez parfois croisé des extraterrestres ou vu des soucoupes volantes, ce qu'on appelle des soucoupes volantes? Des soucoupes volantes, oui, bien sûr, on en voit beaucoup ici. Ouais. Tous ceux qui vivent ici, pour nous, c'est bateau, quoi. Hein. On se met dehors la nuit, on regarde le ciel et on voit très bien qu'il n'y a pas que des satellites et des avions, c'est clair. Ouais. Et assez fort, quoi. On en voit vraiment voilà, sortir du Bugarache ou des sphères lumineuses qui commencent à danser. Ou ça, tout le monde ici, qui vit ici et qui vient, ont ce genre de récits. Donc, soit on a tous fumé la même plante, soit peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire. Mais que se passera-t-il vraiment le 21 décembre 2012? Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous avec l'un des prophètes de cette nouvelle apocalypse. Il vit en Belgique, dans cet immeuble de la banlieue de Bruges. Un simple 2 pièces au rez-de-chaussée, un peu en désordre. Voici Patrick Géril. Il a 57 ans, c'est un ancien ingénieur chimiste. Il dit avoir décrypté les prophéties des Indiens mayas et des Égyptiens. Cela fait plus de 15 ans qu'il annonce dans ses livres la fin du monde. Le premier, c'était la prophétie d'Orion. Le deuxième, le cataclysme mondial en 2012. Et le troisième, comment survivre à 2012. Combien de livres avez-vous vendus? Plusieurs centaines de milliers. Et ces ouvrages sont publiés dans le monde entier. Celui-ci est en néerlandais. Celui-là en italien, en polonais. Celui-ci vient d'Argentine, donc en espagnol. Et ça, c'est du portugais. Et en français? Non, rien en français. Pourquoi? J'étais en contact avec un éditeur français il y a 6 ans. Il m'avait demandé de venir en France. Je lui ai montré le livre. Il l'a lu et il a eu une crise cardiaque. Sans doute à cause du livre. Il n'a pas donné suite. Pour Patrick Géril, le danger viendrait des éruptions solaires. Un phénomène réel qui se reproduit régulièrement à la surface du Soleil, comme le montrent ces images, tournées par la NASA. Ces éruptions solaires ont des effets directs sur la Terre. Elles peuvent endommager ou détruire le réseau électrique et les télécommunications. C'est déjà arrivé en 1859. Une violente tempête solaire avait atteint les États-Unis et détruit le réseau télégraphique. Sur son site, la NASA reconnaît le danger potentiel de ces éruptions et indique même que l'activité solaire va connaître un nouveau pic dans les 2 années à venir. Mais selon l'agence spatiale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La NASA dit clairement qu'il peut y avoir une gigantesque éruption solaire, comme celle de 1859, à tout instant. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'alors, les réacteurs nucléaires entreraient en fusion. Pourquoi ne le disent-ils pas? Tout le monde peut comprendre. Plus d'électricité, ok, pas de panique. On peut vivre sans. Mais des réacteurs en fusion, je pense qu'on aurait des gros problèmes. La NASA ne veut pas le dire. Sinon, tout le monde dirait « La NASA prédit l'apocalypse, comme les Mayas ». Et selon Patrick Géril,
les chances d'échapper au cataclysme sont très faibles. Tous les réacteurs nucléaires de l'hémisphère nord seront détruits. Je ne peux pas faire de prévision, mais je ne pense pas qu'il y aura des survivants. Des prédictions fantaisistes, mais Patrick Géril a déjà commencé à faire ses cartons. Il a prévu de se réfugier le plus loin possible des centrales nucléaires, en Afrique du Sud. Selon lui, l'apocalypse aura lieu à la date prévue par les Mayas. La date à laquelle se terminerait leur calendrier, le 21 décembre 2012. Une rumeur qui trouve ses origines en Amérique centrale. Au Guatemala, c'est l'un des berceaux de cette civilisation disparue. Tikal, c'est l'un des plus grands sites archéologiques mayas. Une ancienne capitale perdue en plein cœur de la jungle. Les ruines d'une puissante civilisation de guerriers qui s'étendait du sud du Mexique au cœur de l'Amérique centrale. Pendant longtemps, le Guatemala a été ravagé par la guerre civile. Tikal était peu visité, mais aujourd'hui, les touristes sont de retour. D'étranges touristes. Pour vous, ce jour n'est peut-être pas un commencement. Je suis sûr que vous avez commencé il y a très longtemps, depuis que vous étiez dans le ventre de votre maman. Sinon, vous ne seriez pas ici. Ces touristes viennent d'Australie et d'Angleterre. Ils ont demandé à ce chaman de pratiquer une cérémonie traditionnelle maya. Pourquoi avez-vous décidé de venir ici? J'étais guidée. Je me suis rendue sur les lieux sacrés du Pérou, de Bolivie et sur les terres mayas. Cette année est un commencement. Je sais que les gens parlent de 2012, mais pour moi, tout est déjà en train d'arriver. Durant la cérémonie, vous avez ressenti quelque chose de spécial? Oui, c'est très spécial. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une connexion à travers le temps, vers le passé, le présent et le futur. L'énergie de cet endroit est cosmique. Je sens une très forte connexion avec la galaxie en ce moment. Ils ont payé 500 $ pour organiser cette cérémonie dans ce lieu sacré. La spiritualité maya et 2012 attire aujourd'hui une nouvelle sorte de touristes. Il existe même un village où se retrouvent les Occidentaux en quête de spiritualité. C'est au bord du lac Atitlan, au sud du pays. Le petit village est devenu le centre de ralliement des étrangers qui se passionnent pour la culture et la mystique maya. À chaque coin de rue, des pancartes annoncent la couleur. Centre de méditation ou de thérapie, mais aussi d'innombrables stages. Astrologie maya, yoga maya et même sagesse traditionnelle maya. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec un célèbre chaman guatémaltèque, Tata Pedro. Il a voulu nous rencontrer pour nous donner le vrai message des Mayas et de leur calendrier. Nous allons changer. La spiritualité va changer. La mentalité de l'être humain va changer. Tout va changer. Beaucoup de catastrophes, beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis. Et il y aura d'autres phénomènes encore. Le soleil va se cacher pendant quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. C'est un changement de cycle, il faut le fêter. Merci à Jao, le dieu soleil. Gloire à Jao. Parmi les participants,
Adrien, un jeune Marseillais. Tout le monde va se dire « Oh, ça y est, c'est la fin du monde, c'est comme dans le film 2012 ». Mais non, c'est pas vrai. Oui, il y aura des morts. Pour moi, il y aura beaucoup de morts. Mais il y aura des survivants. Et la vie continuera. La vie continuera. Elle sera différente. Elle sera différente. Et c'est ça qui est fort. Moi, j'ai hâte d'être ce jour-là. J'ai hâte d'être 21 décembre. Parce que je sais qu'il n'y aura plus de sentiments de haine. Il n'y aura plus de sentiments de... Tout ce qui est haine, de colère, tout ça, tous les sentiments négatifs, il n'y aura plus ça. Il n'y aura que le bon. On sera tous connectés. Pour moi, on sera ça. On sera connectés par télépathie. On sera tous comme un amour fort. On sera tous un avec Dieu aussi. On fera un. On sera un comme tout. C'est ça qui est fort que j'ai hâte d'être à ce jour-là. J'ai hâte. Aux côtés d'Adrien, un autre Français, Alain. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer en 2012? Des catastrophes? C'est juste des énergies énormes de la centre de la galaxie qui vont nous percuter la conscience et nous faire entrer en conscience totale. Il va y avoir des désastres, des catastrophes naturelles? Peut-être, mais ça c'est avant que ça va arriver. Avant, pendant, ça c'est la décision de la Terre elle-même qui a décidé de se refaire un look, de se refaire son maquillage et de retirer toutes les cochonneries qu'on lui a mis sur la peau. Donc ça va être que du bon. Alain est un ancien ingénieur informatique. Il s'est installé ici à San Marcos il y a 12 ans. Il y a rencontré sa compagne, Béatrice, une Espagnole. Tous deux se passionnent pour le calendrier Maya. Et leurs recherches les ont amenés à des découvertes très surprenantes sur 2012, en particulier un complot extraterrestre. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Il a été vu se transformer en reptilien dans l'abbaye de Westminster par un témoin. Reptilien? Des reptiliens, genre des espèces de lézards de 3 mètres de haut. Ça, c'est une variété. Après, il y a les petits gris, il y a les grands gris. Il y en a plein d'autres, il y en a plein. Selon vous, quelles sont les autres personnes connues, célèbres, qui sont des extraterrestres? Le prince de Galles, le fameux prince Charles. C'est un extraterrestre? Un hybride. C'est-à-dire? C'est un hybride de première génération entre reptilien, le fameux... Comment il s'appelle? Enfin bref, il y a... C'est un croisement d'extraterrestres, le prince Charles. Et d'humains. C'est ce qui donne le premier croisement entre un humain et un extraterrestre. Ça donne un hybride de première génération qui a la possibilité de garder une forme humaine. Mais pour garder sa forme humaine, il est obligé, toutes les pleines lunes, de bouffer de la Vierge, des enfants, ce qui explique le nombre de disparitions inexpliquées d'enfants aux États-Unis, en Angleterre et tous ces pays qui ont donné leur autorisation pour faire ce genre de truc, parce que c'est eux qui contrôlent tout. Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça, bon sang, des vaches. Mais ce complot intergalactique n'empêche pas Alain de profiter pleinement du décor spectaculaire du lac Atitlan. Paradisiaque, non? Si on veut préparer le paradis, c'est là qu'il faut être. Mais pendant qu'Alain se baigne et profite pleinement du temps qui lui reste avant le 21 décembre 2012, d'autres, un peu plus au nord, se préparent activement à survivre à l'apocalypse. Direction les États-Unis. Des surfeurs, du soleil, la plage. Nous sommes en Californie, à San Diego. C'est ici que vit un étonnant homme d'affaires qui a décidé de transformer cette peur de 2012 en business lucratif. Il vit sur les hauteurs de la ville, dans une immense villa aux allures de manoir. Robert Vicino est un ancien publicitaire. Entrez-vous, s'il vous plaît. Homme d'affaires à succès, il a gagné son premier million à 31 ans. Aujourd'hui, il s'est lancé un nouveau défi.
Construire des bunkers souterrains pour ceux qui veulent échapper à l'apocalypse. Voici une vidéo en 3D de son projet. C'est celle qu'il montre à ses clients potentiels. Il a racheté un bunker souterrain construit dans les années 70 par le gouvernement américain. 1000 mètres carrés qu'il réhabilite. On y trouve un immense espace de vie, des chambres pour 2 ou 4 personnes tout équipées, et même une infirmerie. Ce sera comme un hôtel 4 étoiles. Et vous ne vous sentirez pas claustrophobe, vous serez vraiment à l'aise. C'est grand. Le plafond fait 4 mètres de haut. Combien de personnes peuvent y vivre? Ce bunker peut abriter 80 personnes maximum. Pour une année de survie, en autonomie. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fermé les portes, qu'ils seront complètement coupés de l'extérieur, ils pourront survivre 1 an avec toute la nourriture, les vêtements et les médicaments dont ils ont besoin. Et quel est le prix par personne? Pour ce bunker, 35 000 $ par personne, et c'est en dessous de notre seuil de rentabilité. Et il y a une réduction pour les enfants? Oui, pour les enfants, on fait 50%. Et c'est gratuit pour les animaux. Et pour vendre ses places, l'ancien publicitaire mise sur une vidéo plutôt efficace. Musique angoissante, images choc et slogans qui donnent à réfléchir. Et si les prophéties étaient vraies? Avez-vous prévu une solution pour votre famille? C'est inquiétant. Mais comprenez-moi, je ne vends pas du savon ou des sucreries. On vend quelque chose de sérieux. On pourrait dire aussi que vous vendez de la peur. Moi, je dirais que ce sont les médias qui vendent de la peur. Nous, on vend une solution. Robert a refusé de nous emmener dans son bunker. Il ne veut pas révéler son emplacement. Il a juste accepté de nous montrer les images de ses travaux. J'ai une question stupide. S'il ne se passe rien dans les 5 prochaines années, vous rembourserez vos clients? Laissez-moi vous poser une question stupide. Si vous achetez une assurance vie qui vous couvre pendant 20 ans et que vous ne mourrez pas, est-ce que vous irez voir votre assureur pour lui dire « Est-ce que je pourrais avoir mon argent ?» Au-dessus de son bureau, l'horloge est bloquée sur 2012. Aux États-Unis, la vente de bunkers clé en main est devenue un marché en pleine expansion, un business à part entière. Direction Salt Lake City, la capitale de l'Utah. Nous sommes dans la banlieue industrielle de la ville. Cet immense cylindre de métal est un bunker. C'est la spécialité de Paul Seyfried. Cet entrepreneur construit des abris souterrains familiaux depuis 13 ans. Il a des clients dans tous les États-Unis. Celui-là part au Colorado, c'est à 1000 km d'ici. Vous savez pourquoi vos clients l'ont acheté? Ils sont inquiets à cause de la situation économique mondiale et des risques de guerre. Depuis la création de sa société, Paul a déjà vendu plus de 300 bunkers et les commandes se multiplient, 50 par an. Pour fabriquer ce bunker que l'on peut enterrer dans son jardin, Paul utilise d'immenses canalisations de métal, habituellement utilisées pour l'irrigation. Chaque cylindre mesure 17 mètres de long et 3 de diamètre. Paul les aménage entièrement. Pose d'un plancher, meubles, plomberie, filtre à air et installation électrique, l'abri est livré tout équipé. Ça, c'est l'équipement de base. On s'est inspiré des couchettes des sous-marins. Chaque personne a son coffre pour y ranger ses affaires personnelles, des vêtements ou autres.
C'est leur espace privé. Ça remplace le placard. Ici, on n'a pas d'espace, donc c'est impossible d'avoir une armoire ou ce genre de mobilier classique. Au fond, une cuisine complète qui sera plus tard reliée à des réservoirs d'eau enterrés avec le bunker. Cet abri est conçu pour 10 personnes. Son prix, environ 45 000 €. On pense qu'un abri comme celui-ci peut durer entre 100 et 130 ans. J'ai 56 ans. Je sais que mes petits-enfants pourront utiliser mon abri. J'espère qu'ils pourront dire que j'ai perdu mon temps. J'espère qu'ils diront « Notre grand-père était un idiot parce qu'on n'en a jamais eu besoin. » Mais j'ai un fort pressentiment que nous allons en avoir besoin. Selon Paul, une fois enterrés sous 3 mètres de terre, ces abris résistent aux tornades, aux ouragans, aux tremblements de terre et aux attaques nucléaires ou bactériologiques. Pour découvrir à quoi ressemble un bunker terminé, Paul a accepté de nous ouvrir le sien. Il est situé à 3 heures de route de Salt Lake City. Caché dans les montagnes, loin de toute habitation. Paul nous a demandé de ne pas révéler son emplacement exact. Et comme il est débordé, ce sont ses filles qui vont nous faire la visite. Mallory, 27 ans, et Sheridan, 14. Paul a construit ce bunker pour sa famille il y a 16 ans. Il peut abriter 14 personnes et il est prêt à l'usage. Les lits sont faits, l'abri contient un stock d'eau et de nourriture pour tenir 1 an. Et même des compteurs Gégère. Mais pour les filles, c'est presque un endroit banal. Elles ont été formées très tôt au survivalisme et elles comprennent leur père. Je comprends ce que mon père a ressenti il y a plus de 20 ans. L'urgence de mettre sa famille à l'abri de la famine ou d'une mort horrible. Ou d'être assassiné par des gens rendus fous par la faim. C'est intelligent. C'est réaliste. C'est la dure réalité dans laquelle nous vivons. Quelle catastrophe pourrait arriver? Ce qui a le plus de chances d'arriver, je crois, c'est une attaque de missiles nucléaires de longue portée. Probablement venue d'Iran. Ça va arriver bientôt. Ou alors ce sera la Corée du Nord. Ou d'autres qui nous haïssent. Il y a plein de gens qui nous détestent, nous les Américains. C'est ça, la dure réalité. Et les 2 jeunes filles sont aussi prêtes à faire face à des attaques plus terre-à-terre. Je porte un Glock 23 à la ceinture. Et puis, durant l'été, j'en porte un autre à la cheville. C'est parfait en voiture parce que c'est très facile à attraper. Vous les portez tous les jours? Oui. Oui. Et la petite sœur n'échappe pas à la tradition familiale. Son père l'entraîne depuis l'âge de 9 ans. Et ne vous fiez pas à leur silhouette fluette. Ces 2 charmantes blondes sont des survivalistes aguerris. Ça, c'est mon M4. C'est l'arme classique qu'utilise l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Les 2 sœurs sont formées par un vétéran du Vietnam. Et l'aînée entraîne régulièrement sa cadette. Ok, tu bouges et tu observes. Excusez-moi, madame, vous pouvez m'aider? Désolé, monsieur, je ne peux pas vous aider. Je veux juste vous parler un petit instant. Non, je ne peux pas vous aider. Mais pourquoi vous me parlez si mal? Désolé, je ne peux rien pour vous. Il représente une menace. Bouge, vise. Sommation. Plus un geste. Stop. Jetez votre arme. Il ne s'en va pas. Il sort une arme. Bouge et tire. Il continue de courir vers toi. Tire.
Baisse ton arme, mets la sécurité. Elle n'est pas trop jeune pour apprendre à tirer avec ce genre de fusil. Oh non, c'est l'âge parfait. Quand vous êtes jeune, le cerveau n'est pas complètement développé. Vous apprenez beaucoup plus vite. Quand elle sera plus grande, ça coulera tout seul. Elle sera bien meilleure que moi. J'aime parce que je maîtrise et que c'est tous les autres qui ont peur de moi. Ils savent que je suis mauvaise, donc ils doivent me montrer du respect. Apprendre à se servir des armes est essentiel pour tous les survivalistes. Car lorsque le chaos viendra, on ne pourra plus compter sur les forces de l'ordre. Ce sera chacun pour soi. Nous sommes dans la banlieue résidentielle de Salt Lake City. Kéline a 45 ans. Elle est mormone et très croyante. Faites que nos esprits soient affûtés. Faites que nous apprenions bien et que je sois une bonne professeure. Kéline prie régulièrement le Christ pour l'aider à accomplir sa mission. Transformer de simples mères de famille en redoutables guerrières capables d'affronter toutes les situations d'urgence. Car pour Kéline, tout est source d'inquiétude. Là, c'est la prison. S'il y a un tremblement de terre, les murs s'écrouleront et vous aurez tous les prisonniers qui vont s'échapper. C'est une prison de haute sécurité. Ce sont des meurtriers et des violeurs. Si les murs s'écroulent, ces prisonniers vont s'éparpiller. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être prêt. Je dois être capable de me défendre contre quelqu'un qui veut m'agresser ou blesser ma famille. Ce matin, elle emmène ses 3 élèves à une vingtaine de minutes de chez elle, dans les montagnes, dans un endroit reculé. C'est un stand de tir. Quand vous êtes dans une situation de self-défense, vous n'avez pas le temps de penser. Sinon, vous êtes morte. Vous devez être capable de réagir si naturellement, si instinctivement, que vous allez agir sans crainte de blesser quelqu'un. Vous allez tirer sur votre cible et uniquement sur votre cible. Allez, mettez-vous là au soleil, en ligne. Première étape, se familiariser avec l'arme. La prendre en main. Pas toujours facile. C'est dur. Je peux pas dire que je sois encore super à l'aise. C'est juste la force qu'il faut. Ça demande beaucoup d'efforts. J'arrive pas à l'attraper. J'ai des doigts de fille. Allez, c'est bon. Tout le monde en ligne. Tirez quand vous êtes prête. Presque. Juste à côté des testicules. C'est ce que j'essaye de leur apprendre. Vous devez vous accorder le droit de vous défendre, vous et vos enfants. Certaines femmes pensent que c'est terrible. Elles n'accepteraient pas que leur enfant voie ça. Mais pour être très franche, moi, en tant que mère, je préférerais que mes enfants me voient tirer sur quelqu'un plutôt qu'ils me voient me faire violer. Ça les traumatiserait pour le reste de leur vie. Me voir me battre, c'est ça le bon message. Kéline, dis-leur ce que tu nous dis sur l'agresseur, que ce n'est plus un être humain. Eh bien, pourquoi tu ne leur dirais pas toi-même ce que je vous ai appris? C'est une des choses que Kéline m'a enseigné. Lorsque des gens pénètrent chez vous ou vous agressent, ce ne sont plus des êtres humains. Ils ont perdu la raison. Ce sont des animaux. Ils pensent et se comportent comme des animaux. Donc, on a le droit de se défendre contre un animal qui veut vous faire du mal. Et au bout de 3 heures, les résultats sont là. So ladies, walk like you mean it. Kéline facture ses cours 260 € pour une journée. Elle a déjà formé une centaine de mères de famille.
Yeah. Et à la maison, elle et son mari appliquent à la lettre les principes qu'elle enseigne. Ils se sont constitués un véritable arsenal. Ça, c'est l'un de nos coffres forts. On a des fusils à pompe, des carabines, des armes de poing. Laquelle de ces armes serait la plus utile si quelque chose arrivait? Pour l'autodéfense, je choisirais plutôt ça. Juste ce son-là, ça suffit à faire peur aux gens. J'adore ce son. C'est mon bruit préféré. Et vous savez vous en servir? Oui. Mais pour la chasse aux oiseaux, je choisirais celui-ci. Le canon est plus long, le tir est plus précis. Combien d'armes avez-vous? Je ne le dis à personne. Je ne veux même pas qu'ils me le disent. Comme ça, je ne sais pas. En fait, où qu'on soit dans la maison, on a toujours une arme à moins de 3 mètres de nous. Des armes qui leur permettront de protéger le précieux trésor que Kylin et son mari cachent dans leur sous-sol. La révélation. Les anges chantent. Ici, il y en a suffisamment pour tenir 5 ans. Facile. Et ce n'est qu'une partie des réserves. Il y a aussi la chambre d'amis. Ça, c'est ce que j'appelle ma pièce aux protéines. J'ai du bœuf en boîte, du porc, du poulet, de la dinde, du bacon, des palourdes, du saumon, du crabe. J'ai un peu de tout. Et le survivalisme, ce n'est pas que de la nourriture. J'ai plein de couvertures que j'ai stockées au fil des ans. Et là, encore d'autres couvertures. Et dans ce placard, on a encore de la viande, des conserves de poulet, très juteuses, très tendres, meilleures que n'importe quelle conserve du commerce. Et qui les a faites? C'est moi. On en a partout, même dans les tables de nuit. Là, c'est encore du poulet. Mais il y en a encore. C'est ici qu'on a commencé à stocker la nourriture. Et on a accumulé encore, encore et encore. Sur les étagères, toutes les sauces imaginables. Des dizaines de sacs de riz et de farine, des kilos de pâtes, des céréales et des centaines de boîtes de conserve. Il faut comprendre que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il nous a fallu 10 ans pour en arriver là. Mon but est de pouvoir nourrir tous les membres de ma famille, si c'est nécessaire, pendant 1 an. Et tous les membres de sa famille aussi. En fait, notre but, c'est d'arriver à nourrir 100 personnes pendant 1 an. Mais pour ceux qui n'ont pas la patience de constituer des stocks de nourriture comme Kylin, il existe aux États-Unis d'étonnants magasins survivalistes. Comme celui-ci. Son slogan, aider les gens à se préparer. Ici, on trouve tout pour la fin du monde. Le best-seller, ce sont ces caisses empilées au fond du magasin. Chaque pile contient de quoi nourrir une personne pour survivre une année entière. Vous n'avez qu'à ajouter de l'eau et vous pouvez le manger comme ça. Vous avez des cheesecakes aux myrtilles, des haricots verts. À l'intérieur, ce sont des rations de plats déshydratés. Les prix varient du simple au triple. 700 € pour une année de nourriture basique, 2700 pour l'option gourmet. C'est la première fois que je viens ici. Ma femme et moi, on a vu cette publicité et on s'est dit, c'est peut-être une bonne idée. Les ventes de ces boîtes d'aliments déshydratés ne cessent aujourd'hui d'augmenter aux États-Unis. Une situation
qui ravit Frank Davis. Il dirige l'une des sociétés leaders de ce marché. C'est vraiment un business en pleine expansion. J'ai plus que triplé mes ventes cette année. Pourquoi ? Eh bien, je peux vous dire que juste avec le désastre au Japon et la prise de conscience que ça a généré, en juin, j'avais déjà fait plus de volume que sur toute l'année précédente. Frank possède 2 usines à Salt Lake City. Cela fait 20 ans qu'il travaille dans ce business. Ça, c'est notre hangar pour le stockage, l'emballage et les expéditions. Il fait 8000 mètres carrés. Ce qui fait l'intérêt de ces produits, c'est la durée de conservation. Contrairement à la nourriture lyophilisée que l'on peut acheter en grande surface, les aliments vendus par Frank subissent un processus de déshydratation spécifique qui permet de les conserver 25 ans. Là-dedans, il y a 8 rations. Et voilà vos haricots verts. Et on peut les manger comme ça? Oui, bien sûr. Goûtez-moi ça. Et c'est bon? Ouais. Et si vous les cuisinez, ils auront le goût de haricots que vous venez de cueillir. Et ce qui a fait le succès de Frank, c'est le conditionnement. Ces plats sont vendus dans d'immenses seaux fermés hermétiquement et donc faciles à stocker pour les apprentis survivalistes. Chaque seau contient 275 repas. Cela représente 3 repas par jour pour une personne pendant 3 mois. Et c'est un produit qui marche bien? Très populaire. Cette année, je dirais qu'on a vendu environ 60 000 seaux. Aux USA? Oui. C'est son best-seller. Il est vendu entre 60 et 80 euros. Et Frank est même invité à la télévision pour en faire la promotion. Jim Baker est un célèbre téléévangéliste américain. Il a son show quotidien sur le câble, un étrange mélange de prédications, de talk-show et de téléachat. Il invite régulièrement Frank Davis pour parler de la fin du monde. Voilà ce que Jésus dit. Il y aura de grands tremblements de terre un peu partout et des famines. J'ai prêché ça toute ma vie et je viens seulement de me rendre compte qu'il y a un S. Il arrivera un moment où il n'y aura plus rien à manger. Alors, Jim Baker va faire la promotion des seaux de nourriture et il les vend par lot de 28. Et si vous commandez aujourd'hui ces 7 années de nourriture, je vous offre un bonus. 1 année supplémentaire de nourriture. Oh my! À 2300 € le lot, les affaires de Frank Davis sont florissantes. Mais pour ce mormon de 65 ans, c'est un peu plus qu'un simple business. L'homme est un survivaliste convaincu. Il croit sincèrement à l'apocalypse. Je crois que c'est juste du bon sens de se préparer. Aujourd'hui, il y a plus de catastrophes qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire. Il y a plus de tremblements de terre, plus de cyclones, plus de désastres naturels. Il y a plus de menaces humaines, le terrorisme ou d'autres choses, qui peuvent tout bouleverser. Et il faut juste se tenir prêt. Je suis sincèrement convaincu qu'on n'a pas encore tout vu. Vous croyez vraiment que le monde vit ces derniers jours? Je le crois. Aux États-Unis, le phénomène semble prendre de l'ampleur. De plus en plus d'Américains sont persuadés que la fin du monde approche. On leur a même donné un nom, les Preppers, ceux qui se préparent.
Thank you.